Ba'da bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous allons poursuivre notre cours sur les piles. La dernière fois, donc, nous avons vu qu'une pile était une structure de données en mémoire qui avait une gestion assez particulière. Chaque élément qui arrivait était placé au-dessus de tous les autres, de façon à former une pile d'éléments. Donc à chaque fois qu'il y a un élément, il se place au-dessus des autres. Cela veut dire que le dernier qui a été capté, qui est introduit dans le système, a été placé tout à fait en haut. En même temps, si j'ai besoin de récupérer mes données pour les traiter, donc la première donnée que je vais retirer de la pile, je vais la retirer du sommet de la pile. Donc j'ai un élément, quand il arrive, qu'il est le dernier à arriver, il se place au-dessus de tous les autres. S'il y a un autre qui arrive après lui, il est placé par-dessus. Donc c'est toujours le dernier arrivé qui est placé tout à fait en haut. Au moment de traiter les données, donc nous allons retirer les données de la pile. Et donc la dernière donnée à avoir été introduite dans la pile sera la première à être traitée. Donc c'est une structure de données qui obéit à une politique dite la politique LIFO, c'est-à-dire last in, first out, ou dernier arrivé, premier servi. Donc nous avons vu la dernière fois un exemple d'utilisation des piles, c'était l'évaluation des expressions postfixées. Donc nous avions expliqué l'algorithme qui fait l'évaluation d'une expression postfixée. Nous allons voir la suite du cours. Pour pouvoir faire marcher cet algorithme, il faudrait qu'on ait implémenté les piles. Donc de combien de façons est-il possible, de combien de façons différentes est-il possible d'implémenter une pile? Eh bien, nous pouvons l'implémenter statiquement, c'est-à-dire la pile sera vue comme un tableau, géré d'une façon particulière, tout comme nous pouvons implémenter les piles de façon dynamique. Dynamique, donc la pile devient une liste linéaire chaînée. Nous allons voir une première implémentation, c'est l'implémentation statique. Alors pour implémenter statiquement la pile, il faudrait d'abord définir le type pile. Donc j'ai ici une unité en Pascal, donc on ne fait pas de l'algorithmique, on fait si vous voulez de l'algorithmique en Pascal, c'est très rudimentaire. Donc dans une unité que j'ai appelée pile, je définis dans l'interface une constante Tmax. Alors la constante Tmax, c'est juste pour dire que j'ai ma taille maximale de la pile, c'est-à-dire la pile peut accueillir jusqu'à 1000 valeurs. Ensuite, dans la rubrique Type, qu'est-ce que je dois définir? Je dois définir deux choses. D'abord, ma pile, ça peut être une pile d'entiers, ça peut être une pile de réels, ça peut être une pile de chaînes de caractères, une pile d'objets quelconques. Ça peut être une pile d'étudiants, une pile d'un certain type prédéfini, ou bien définie par l'utilisateur. Donc j'ai appelé type de base des éléments de la pile un nom de type dans lequel je mets le type à proprement parler. Alors comme je veux faire l'implémentation du type pile pour voir l'évaluation des expressions postfixées, et nous savons que les expressions arithmétiques sous forme postfixée sont des expressions arithmétiques. Et donc le résultat d'une expression arithmétique est un réel. Cela englobe bien entendu les entiers. Si je prends 5 plus 6, c'est 11 l'entier, mais c'est aussi le réel 11.0. Mais si j'ai besoin de manipuler des piles pour une autre application, où ce serait peut-être des chaînes de caractères ou autre chose, je n'aurai qu'à changer ici. Donc à la place de réel, je mettrai par exemple string. Après ça vient la pile. Donc la pile est un enregistrement. Donc pile égale record, donc c'est un enregistrement. Cet enregistrement qui est la pile, il est composé de quoi? Il est composé d'un tableau que j'ai appelé T. Donc c'est un tableau qui va de 1 à Tmax. Array, c'est-à-dire tableau. Il va de 1 à Tmax d'éléments. Donc c'est un tableau d'éléments de quel type? De type de base des éléments de la pile. Donc si j'ai besoin que ce soit une pile de chaînes de caractères, en définissant ici type de base des éléments de la pile égale string,
j'aurai donc t qui sera une pile de string. Et j'ai aussi une variable. Bon, puisque mon tableau va de 1 à t max, à un instant donné, le tableau n'est pas forcément entièrement rempli ou pas du tout rempli. Donc, si j'ai introduit dans ma pile 3 éléments, eh bien, le sommet devrait pointer, avoir la valeur 3. Parce qu'il y a un élément en t de 1, un élément en t de 2, un élément en t de 3. Donc, allons-y voir les opérations. Alors, les opérations que nous avons empilé, nous avons désempilé, nous avons init pile. Nous avons en fait aussi pile vide et pile pleine. Alors, pile vide et pile pleine, ici je les ai sautées, mais elles peuvent être utiles. Rappelez-vous que dans la première partie du cours, on avait dit qu'il y avait 5 fonctions. Donc je vais ajouter 5 opérations. Donc la fonction pile vide. Donc qu'est-ce que je dois lui donner? Je dois lui donner p qui est de type pile. Et elle retourne un résultat de type booléen. Alors, bien. Function également, pile pleine. P est de type pile. Et ça retourne un booléen. Alors il y a une petite chose qu'il est important de mentionner à ce stade. Regardez ici empiler, désempiler, init pile. Les trois premières opérations modifient l'état de la pile. Empiler, donc si j'ai 4 éléments et que j'empile un élément, j'en ai 5. Donc l'état de la pile a changé. Le sommet a changé de valeur et le tableau a changé également. Même chose ici, si je fais désempiler, donc je retire un élément, le sommet change, le tableau change. Init pile, elle consistera à mettre 0 dans la variable sommet pour qu'on comprenne qu'il n'y a aucun élément dans le tableau. Donc les trois opérations modifient la pile. Les deux opérations pile vide et pile pleine ne modifient pas la pile. Seulement il y a une chose qui arrive avec les langages de programmation. On avait vu en première année par exemple que lorsqu'un paramètre est destiné à être modifié, il est passé par variable. Donc on le fait précéder du mot var. Lorsqu'il n'est pas destiné à être modifié, on ne le précède pas du mot var. Dans ce cas de figure, lorsque je veux voir si ma pile P est vide, donc la pile ne va pas être modifiée puisque je consulte seulement. Donc en théorie, je ne mets pas var. Même chose pour pile pleine. Seulement, que se passe-t-il dans la réalité des choses? Lorsque ce programme sera traduit en programme exécutable par le compilateur, le paramètre sera dupliqué. Je ne rentrerai pas trop dans le détail. Peut-être que ça viendra dans un autre cours. Le paramètre est dupliqué, c'est-à-dire que ici P, qui est une pile, sera dupliqué, donc ça va devenir une pile P', dupliquée, c'est-à-dire on va créer une copie de P, soit P' par exemple, et c'est avec P' que nous allons travailler. C'est la raison pour laquelle les paramètres ne changent pas. Si je faisais par exemple la fonction, si je voulais définir fonction factorielle de n. Factorielle de n, et si j'utilise une fonction qui s'écrit d'une façon décroissante, c'est-à-dire while n est supérieur à 0, je fais f reçoit f fois n avec f qui est initialisé. Alors bon, je vais écrire pour que ce ne soit pas trop flou. Donc je répète, si j'écris une fonction fact de n qui est de type integer et qui retourne un integer, alors j'aurai besoin de variable f dans laquelle on va mettre le résultat qui est de type integer. Et si j'écrivais ainsi ma fonction, begin, donc while n est positif, qu'est-ce que je fais? Alors do f reçoit f fois n. Donc si j'écris ma fonction ainsi, évidemment, il faut
une valeur de départ, pardon, c'est f fois, pas plus, f fois n. Donc il nous faut une valeur de départ pour notre f. C'est f qui reçoit 1 parce que c'est l'élément neutre de la multiplication. Donc il ne va pas avoir d'impact la première fois. Avant de sortir, donc il faudra retourner f. Donc fact reçoit f. Et nous avons fini notre fonction. Maintenant, cette fonction factorielle, dans la réalité, quand il y aura un appel, elle va dupliquer le paramètre. On ne travaillera pas avec une variable n, mais avec une variable n'. Imaginons que j'appelle fact de 4. C'est-à-dire, implicitement, nous avons n qui est égal à 4. Que va faire le compilateur? La première chose, créer une copie de n. Donc, je vais l'appeler n'. Donc, comme c'est une copie, donc elle a forcément la même valeur. n' égale 4. Alors ici, bien sûr, on a oublié de décrémenter le n. Donc, puisqu'il va y avoir deux opérations, donc il faut un begin et un end. Et nous allons mettre ici n reçoit n-1. Voilà. Donc, essayons de voir ce qui se passe. Alors, on a n' égale 4. Donc, initialement, nous avons f qui est égal à 1. F égale 1. Et n' égale 4. Alors, le n ne sera pas du tout touché. On ne fait qu'une copie de n et on travaille avec n'. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? En rentrant dans la boucle, parce que n, en rentrant dans la boucle, n étant supérieur à 0, qu'est-ce que l'on va faire? F reçoit f fois n, c'est-à-dire f fois n'. Donc 1 fois 4, c'est 4. Et n', je brûle un petit peu les étapes, je fais les deux opérations à la fois. N reçoit n-1, donc il reçoit 4 moins 1, c'est-à-dire 3. On revient pour tester la condition de la boucle, et évidemment, n est toujours positif. Donc f va recevoir l'ancienne valeur de f. Donc l'ancienne valeur de f, c'est celle en ligne 2, c'est donc la 4. Donc ça sera 4 fois n, n', c'est n' qui prend la place de n, ce n'est plus le n. Tout le long du déroulement de l'algorithme, c'est le n' qui marche. Donc nous allons faire 4 fois 3, c'est-à-dire ça donne 12, et n' va recevoir l'ancienne valeur de n' qui est 3, moins 1, et ça va donner 2. Quatrième étape, n' étant toujours supérieur à 0, donc nous aurons f qui est égal à la valeur précédente, c'est 12. Donc on multiplie la valeur précédente de n' qui est 2. Donc nous aurons 12 fois 2, c'est 24. Et n' sera égal à la valeur présente de n' qui est 2, moins 1. n' est toujours positif. Alors regardez ici, au lieu de dire n est supérieur à 0, on sait que si n est égal à 1, ça n'altère rien du tout. 1 fois quelque chose, c'est 1. Donc on peut dire, tant que n est supérieur à 1. S'il n'est pas supérieur à 1, je ne fais absolument rien du tout. Factoriel 1, c'est 1. Alors, que va-t-il se passer ici? n', donc c'est 2 moins 1, c'est 1. Et dans ce cas de figure, le 1 n'est plus supérieur à 1, donc fin du travail. C'est-à-dire que factoriel 4, c'est 24. D'accord. Donc factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. 4 fois 3, 12 fois 2, 24 fois 1, c'est 24. Qu'en est-il du 0 et du 1? Si on calculait factoriel 1, f est initialisé à 1, n est supérieur à 1. Non, on sort. Et nous allons retourner 1. Donc factoriel 1, c'est bien 1. Factoriel 0. Donc 0 n'est pas supérieur à 1, on sort et on retourne 1. Factoriel 0 égale 1.
Ici, je n'ai pas traité les nombres négatifs, ils peuvent être traités avant de faire appel à la fonction fact. Bien. Alors ça, ce n'est pas pour l'objectif, ce n'est pas de parler de la fonction fact, mais de voir ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire qu'au moment de l'exécution, la première chose qui se passe, c'est créer une copie de n. Alors quand la variable est petite, c'est-à-dire n ou n', ça n'a pas d'importance. Vous créez une copie, c'est petit. Et l'avantage, c'est que si vous avez besoin de ce n, vous ne risquez pas de l'avoir modifié d'une façon irréversible. Si j'avais mis var n, ça aurait été une catastrophe. Pourquoi? Parce que n sortira avec la valeur 1. Et en sortant avec la valeur 1, il m'a tout faussé. Si j'ai donné dans l'appel le n égale 4, en sortant avec n égale 1, j'ai perdu l'ancienne valeur de n. C'est pour ça qu'on ne met pas var ici. Par contre, je reviens ici à mon programme à mon unité sur les piles. Ici, la pile, contrairement à n qui était une toute petite variable, P, ça peut être un tableau, par exemple, de 100 000 valeurs. Un enregistrement où il y a un tableau de 100 000 valeurs et une variable entière. Alors, 100 000 valeurs dupliquer quelque chose d'aussi gros pour tester juste la variable sommet, ce n'est pas réaliste. Donc, dans ce cas de figure, nous mettons var, sachant pertinemment que dans notre fonction pile vide ou dans notre fonction pile pleine, nous n'allons pas modifier P. Donc, ça, c'est juste une astuce pour ne pas perdre de temps à copier des choses qui sont grosses. Donc, dès lors que votre paramètre est gros, vous ne devez pas le dupliquer. Donc, vous mettez var et vous faites très attention. Et en règle plutôt assez générale, on dira qu'un bon informaticien utilisera plutôt toujours le passage de paramètres par variable, mais fera juste attention à ne pas se tromper. Évidemment, quand on parle d'un bon informaticien, c'est-à-dire un informaticien qui a déjà beaucoup développé, qui a pris les bonnes habitudes, c'est-à-dire que celui-là, la probabilité qu'il fasse une erreur est assez faible. Donc nous allons écrire l'implémentation de chacune de ces deux fonctions. Alors la pile vide. Quand est-ce que la pile est vide? Regardez ici la fonction initPile. Donc on met 0 dans la variable ou dans le champ sommet de la variable P. Donc elle sera vide si elle est dans sa condition initiale. Donc si P.sommet est égal à 0, alors pile vide reçoit true. Alors moi j'aime bien un seul retour, je préfère. Donc ici j'ai sorti qui est un booléen et je dirais ici si P égale 0, sortie reçoit true, c'est-à-dire ma pile est vide, else sortie reçoit false. Et je retourne alors la sortie. Pile vide reçoit, sortie. Voilà. Donc nous avons écrit notre fonction pile vide. Même chose, nous allons réécrire notre fonction, ou plutôt écrire notre fonction pile pleine. Donc à deux doigts près, ça ressemble. D'accord, donc je vais ramener tout ça. Je le copie. Je le place ici. J'enlève le end. Alors, quelle est la condition pour que la pile soit vide? C'est que son sommet ait atteint Tmax. Puisque mon tableau, il va de 1 à Tmax. Donc, si j'ai atteint Tmax, la constante que j'ai définie tout à fait en haut, celle qui me dit il y a combien d'éléments au maximum dans le tableau et que vous pouvez initialiser à la valeur de votre choix, à condition que cette valeur reste dans les limites des capacités de votre machine. Donc Tmax ici égale 1000. Donc je ne vais pas dire if p.sommet égale 1000 parce que si j'ai besoin de prendre une pile plus grande, j'aurai une seule ligne à changer, c'est celle tout à fait en haut. Donc si p.sommet égale Tmax, alors sortie reçoit vrai, sinon sortie reçoit faux.
Et ici, ce n'est pas la pile vide, c'est la pile pleine. Voilà. Donc, allons-y voir maintenant nos autres fonctions. Donc, initPile, on vient de la voir, elle met 0 dans la variable sommet. C'est impeccable. Donc, il nous reste empiler et dépiler. Alors, pour empiler, au lieu de dire if p.sommet est inférieur à tmax, d'accord, là, il aurait été plus ingénieux ou plus élégant de dire if not pile pleine de P. Si P n'est pas pleine, donc si pile pleine de P reçoit faux, retourne faux. Si pile pleine de P retourne faux. Not pile pleine, not false, c'est true. Donc puisque la condition est vraie, je rentre ici. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord incrémenter le sommet. Imaginez que votre pile initiale est vide et vous voulez maintenant empiler la valeur 5. Donc, ce qu'on fait, on incrémente le sommet. Donc, il était à 0, il va passer à 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Ensuite, dans P.T, c'est-à-dire dans le champ tableau de la pile P, pour donc le tableau T de P.sommet. P.sommet, on vient de voir, il est passé à 1. Donc, c'est comme si on disait T de 1 reçoit X. X, c'est la valeur à empiler. Donc, dès lors qu'on sort, on a le sommet qui a été incrémenté et on a le tableau qui a changé. Donc la pile a effectivement changé. Même chose ici, donc pour désempiler, donc je vais dire, au lieu de dire if p.sommet est supérieur à 0, ce qui n'est pas faux aussi dans ce cas de figure, mais pour avoir quelque chose de plus générique, on va le voir après, l'intérêt de faire le changement ici. Donc si on disait if not, pour pouvoir désempiler, pour pouvoir retirer un élément de la pile, il faudrait que la pile ne soit pas vide. Donc if not pile vide de P. Donc if not pile vide de P, qu'est-ce que je fais? X. Alors X, regardez ici, il est passé par variable. Pourquoi? Parce que il avait une valeur quelconque et il va avoir la valeur que j'ai extrait de la pile. Donc P.T de P.sommet. Cette écriture, c'est comme si on disait T de sommet. À la différence que T n'existe pas tout seul, il existe à l'intérieur de P, donc P.T. Tout comme sommet n'existe pas tout seul, il existe à l'intérieur de P, donc c'est P.sommet. Donc je récupère l'élément qui est au sommet. Et en faisant P.sommet reçoit P.sommet moins 1, nous avons réellement pris la valeur et nous avons décrémenté le sommet. Quand vous regardez votre tableau, par exemple, supposez qu'on avait trois valeurs qui sont 1, 2, 3, dans cet ordre. C'est-à-dire 1 tout à fait en bas, 2 ensuite et 3 au sommet de pile. En opérant désempiler, j'ai récupéré le 3 dans X. Ensuite, j'ai fait P.sommet, reçoit P.sommet moins 2, c'est-à-dire le sommet, il était à 3, il passe à 2. Mais réellement parlant, la valeur X, elle est toujours, la valeur 3 est toujours dans la pile, mais elle sera dans le tableau, mais pas dans la pile en tant que pile. Maintenant, elle sera dans la mémoire à l'emplacement de P.T de 3, mais elle n'aura plus aucune importance puisqu'elle sera écrasée s'il y a un empilement par la suite. Donc ça, c'était l'unité empilée. Nous allons voir comment faire appel à cette unité empilée dans l'algorithme que nous avons vu la dernière fois qui évalue une expression. Donc pour voir comment évaluer une expression, il faudrait définir ce qu'est une expression. Donc une expression ici, alors une expression, j'ai pris la façon la plus rudimentaire. Parce que ce n'est pas l'objectif ici de faire quelque chose de complet, car vous avez pour thème de TP d'augmenter, d'arranger ce squelette de calculatrice pour qu'il englobe beaucoup d'aspects. Donc c'est pour ça que j'essaie de donner quelque chose de rudimentaire et à vous de développer plus intéressant. Donc qu'est-ce qu'une expression? Une expression, c'est un enregistrement. Alors j'ai pris comme représentation de l'expression une chaîne de caractères, donc ici string, j'ai appelé un champ chaîne, donc expression est un enregistrement, le champ chaîne est de type string, et enfin position. Position,
à un moment donné, je suis en train de travailler sur la chaîne qui représente, la chaîne de caractères qui représente l'expression proprement dite. À un moment donné, je suis au premier élément, puis au second, puis au troisième. Donc position, c'est un champ de l'enregistrement expression qui me dit à tout moment où suis-je dans mon expression. Ensuite, j'ai défini, ça ressemble un petit peu à l'ensemble, ce qu'on avait fait dans ensemble. Donc j'ai défini début de E de type expression. Alors ici aussi, on peut très bien ajouter des var pour ne pas dupliquer, comme on a dit tout à l'heure pour la pile. Parce que je ne modifie pas ni dans début ni dans fin, donc je peux mettre un petit peu des var partout, parce que l'expression peut être un peu grande. Ici, c'est un caractère, ça n'a pas d'importance. Ici, la fonction courant, c'est une expression, pour ne pas la dupliquer, je mets var. Évidemment, en mettant var dans les différentes choses, il faudrait répercuter sur les choses que je viens de voir. Donc, toutes celles qui avaient expression ont été modifiées en passage de paramètres par variable. Donc, le temps de corriger. Donc, pour avancer, voilà, c'était déjà var. Fin, c'est var. Voilà, je reviens donc. J'ai défini les opérations suivantes. Début de E de type expression, elle positionne le champ position, d'accord? Donc position, elle le met sur le premier caractère de la chaîne, c'est-à-dire sur le 1. Fin est une fonction de type booléen, c'est-à-dire elle retourne soit vrai, soit faux. Que fait cette fonction? Elle va tester. Si nous avons atteint la fin de chaîne, elle retourne vrai, sinon elle retourne faux. J'ai une fonction est un opérande, C est un caractère. On sait que chaque élément de notre chaîne de caractères est un caractère. Donc, pour voir si le caractère courant est un opérande ou un opérateur, donc c'est un caractère que je donne en entrée. Et en sortie, j'aurai soit vrai, soit faux. J'ai une procédure avancée dans l'expression. Donc avancée dans l'expression, elle était déjà initialement var. Pourquoi? Parce que j'avance physiquement. En avançant, je ne fais que incrémenter la position. Et enfin, une fonction courant, var de E expression, elle retourne char. C'est-à-dire l'élément. Quel est l'élément courant dans la chaîne? C'est-à-dire celui sur lequel je suis positionné. Eh bien, je le récupère, c'est un caractère. La fonction courant retourne ce caractère. Donc, comment on implémente ces différentes fonctions? Donc, la fonction courant. Voilà, donc elle doit retourner un char. Donc, courant, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne E.chaîne. E est une expression. Et l'expression, elle a un champ qui s'appelle, c'est un enregistrement, elle a un champ qui s'appelle chaîne, qui est de type string. Alors, en Pascal, c'est très simple. Les strings sont comme des tableaux de caractères. Donc, E.chaîne de E.position. On sait que position, c'est un champ de expression qui pointe justement sur l'élément qui est l'indice de l'élément courant. Donc, on récupère ainsi l'élément courant dans la chaîne. Est un opérande. Alors, j'ai ici des choses en bleu. Dans l'immédiat, ça n'a pas d'importance, c'est des commentaires. J'ai dû me tromper quelque part. Je voulais introduire quelque chose qui était propre à Pascal. Ça m'a échappé. Je vous donnerai après cette vidéo une toute petite vidéo avec des améliorations. Donc ici j'ai, pardon, donc c'était la fonction est un opérande. Donc elle reçoit en entrée un caractère et en sortie elle retourne un booléen. Donc var sortie de type booléen, d'accord, begin. Donc si l'élément courant, c'est soit le plus ou le moins, ou l'étoile, ou le slash, c'est-à-dire l'addition, la soustraction, la multiplication ou la division, alors sortie reçoit false, c'est-à-dire ce n'est pas un opérande. L'opérande, si vous voulez, c'est le nombre dans nos expressions. Dans un peu plus grand que des expressions où il n'y a que des chiffres, c'est-à-dire ça pourrait être aussi des noms de variables. Donc toujours est-il que ici le C, si c'est une opération d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division, alors ce n'est pas un opérande.
auquel cas contraire, c'est un opérand. Et on retournera le résultat. Donc nous avons ensuite la procédure début, on lui donne une expression, donc elle doit modifier, début doit modifier l'expression, qu'est-ce qu'elle fait? E.position reçoit 1. La procédure avancée, qu'est-ce qu'elle fait? E.position reçoit E.position plus 1. Donc on avance dans la chaîne. Et enfin, la position fin. Alors, comment je vais savoir si j'ai atteint la fin? Si E.position est supérieur à length. Alors, length, c'est donc une fonction de Pascal qui retourne la longueur d'une chaîne. Donc, E.chaîne est une chaîne de caractères. Donc, length de E.chaîne va retourner le nombre de caractères qu'il y a dans la chaîne. Imaginons une chaîne qui contient 10 caractères. Si position est égale à 11, vous êtes sorti de la chaîne. Vous avez dépassé, vous avez atteint la fin. Alors la fin ici, ce que j'entends par la fin, ce n'est pas que l'on pointe sur le dernier élément, c'est que l'on a dépassé le dernier élément. Donc si la position est supérieure à la longueur de la chaîne, alors sortie reçoit true, sinon sortie reçoit false. Il nous reste à expliquer maintenant la calculatrice à proprement parler. Alors, faisons d'abord une exécution pour voir ce que ça donne et je vais réexpliquer parce que maintenant, nous sommes passés à une application graphique, chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire une application avec interface graphique. Ce qu'on appelle interface graphique, c'est-à-dire ce n'est plus la console noire à laquelle on est habitué, mais cette fois-ci, c'est des fenêtres, que ce soit sous Windows ou sous un autre système quelconque. Donc pour exécuter, donc je suis obligé d'aller ici. Donc dans Lazarus, il y a plusieurs fenêtres qui s'ouvrent, d'accord, dont une, celle qui contient un petit peu les boutons, les menus, etc. Et donc on va cliquer sur le bouton vert. Alors on peut faire CTRL F9 d'abord pour compiler, et nous allons voir ce qui se passe. Alors ici, vous avez les résultats de votre compilation. Donc il y a une petite erreur parce qu'on a fait des modifications, ça a entraîné des erreurs. Donc begin expected but end of file found. Donc on s'attend à trouver un begin, mais nous avons trouvé une fin. Alors où est l'anomalie? L'anomalie, c'est que pile, en tant qu'unité, doit se terminer par un end point. Voilà. Alors nous avons, si vous voulez, le feu vert, c'est-à-dire que notre programme ne comporte pas d'erreur et donc il a été traduit en langage machine. Alors vous avez ici P doesn't seem to be initialized et compagnie, donc ce sont des warnings. D'accord. Ce sont des warnings et bon, un warning ça ne veut pas dire qu'on ignore complètement. Mais ici nous appelons par exemple nous init de P, c'est elle qui fait l'initialisation. Donc le commentaire n'a plus de valeur. Même chose ici, X et Y. Dès qu'on désempile dans X et dans Y, ça veut dire que nous sommes en train de modifier la valeur de X et de Y. Ils ont des valeurs qui ne sont pas des valeurs parasites. Donc, nous revenons à Lazarus et nous allons lancer l'exécution. Alors, l'exécution, donc ça nous donne une calculatrice très très rudimentaire. Mais c'est une calculatrice pas comme les calculatrices que vous avez l'habitude d'avoir. C'est-à-dire c'est une calculatrice où nous allons donner une expression sous une forme postfixée et on va avoir en sortie un résultat. Alors, prenons une expression postfixée toute simple. Alors d'abord, je vous ai indiqué sur mon blog personnel, là où je vous ai donné à charger le projet calculatrice, je vous ai dit que j'avais pris, étant donné que c'est une chaîne de caractères, je n'ai pas fait un gros travail. C'est-à-dire ce qui m'intéresse ici, c'est les piles. Donc, je me suis arrangé pour que tous les nombres qui figurent dans l'expression soient positifs et soient sur un seul digit. C'est-à-dire que je n'ai pas un nombre qui dépasse plus d'un caractère. Donc, vous aurez justement à faire le tout. Donc vous aurez à prendre en considération les nombres négatifs, mais aussi
les nombres sur plusieurs caractères, les réels, donc tout ça je ne prends pas. Je prends uniquement des entiers sur une seule position. Par exemple, 5 plus 6. En postfixé, ça devient 5, 6 plus. Donc pour voir le résultat, alors il y a deux options. Soit il nous affiche un résultat en écriture scientifique, et par défaut c'est le cas, soit on préfère l'écriture usuelle. Donc 5 plus 6, c'est 11. Supposons que 11, on veut lui retrancher le 7. D'accord. Donc 5 plus 6, c'est 11. 11 moins 7, c'est 4. Supposons que ce 4, je veuille lui retrancher 2 plus 2. Donc je dirais 2, 2 plus, ensuite moins. Ça veut dire dans cette écriture, après avoir fait l'opération, bon ici parce que je suis en train de construire par partie, mais si j'avais donné toute cette opération d'une façon brute, donc il faut d'abord que j'applique chose par chose. Alors, nous avons le 5, le 6, on l'avait vu la dernière fois, donc je mets dans la pile, j'ai une addition, j'exécute. Donc 5 plus 6, c'est 11. Je mets dans la pile. Ensuite, j'ai 7, je le mets dans la pile. Ensuite, j'ai le moins. Je désempile et j'applique. Donc 11 moins 7, c'est 4. Ensuite, j'ai un 2 que je mets dans... Je remets le 4 dans la pile, pardon. J'ai un 2 que je mets dans la pile. Un autre 2 que je mets dans la pile. J'ai ensuite un plus. J'extrais les deux 2 et je les additionne. Ça me donne 4. Je remets dans la pile. Ensuite, j'ai un moins. Je tire les deux derniers résultats, les deux derniers éléments qui sont dans la pile. C'est un 4 et un 4. Et donc 4 moins 4 va me donner 0. Donc ça, comment on a fait cette petite interface graphique? Ça va faire l'objet de la seconde partie de cette deuxième partie du cours. D'accord, à tout à l'heure.